Parlons Éco, de la vigne et des hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans l'émission de la vigne et des hommes, de la vigne et des femmes. Nous continuons un peu notre feuilleton grâce au livre de Monique Filiou sur les femmes de la vigne, les femmes de l'ombre à la lumière. Et aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière une de ces femmes dont parle Monique Filiou dans son livre. Eh bien, c'est Cassandre David Allary. Dans les tonnelleries Allary. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres d'Angoulême, près de Barbezieux, dans la maison de famille, j'allais dire, dans l'entreprise familiale, à côté de ce qui permet de faire des barriques, des tonneaux. Elle va en parler beaucoup mieux que moi. Nous sommes ravis de l'avoir à notre micro et aussi derrière la caméra. Bonjour à vous, Cassandre. Bonjour, bienvenue et puis ravi de vous accueillir à la tonnellerie. Merci. Alors, nous accueillir à la tonnellerie, c'est déjà être à l'extérieur et parler de ce qui fait le cœur et l'âme de ce métier, c'est le bois. Voilà, tout à fait. Donc, tout commence ici dans le parc à bois, auprès des mérins que vous pouvez avoir autour de nous, et également les plots qui sont un petit peu plus gros pour faire les grands contenants également. Alors, quand vous parlez des plots, ce sont des troncs d'arbres. Des billes qui ont été sciées, assez épaisses, vous allez me dire combien de centimètres, 54, qui sont en train sur des clés de sécher, comme on peut le voir dans la campagne en général, quand des troncs sèchent. Et ensuite, qu'est-ce qui leur arrive à ces troncs pour qu'il y ait des petits Rubik's Cube à côté de moi, des petits carrés montés les uns sur les autres aussi, pour que l'air puisse passer. Comment ça se passe entre d'abord en revenir à la base, c'est-à-dire l'arbre sur pied, où est-il sélectionné, même si nombre d'entre nous savent que c'est dans les forêts de Troncé ou autres lieux, mais j'ai lu en lisant le bouquin que pas que chez vous. Et d'abord, l'histoire de la famille, elle commence quand ? Alors, elle commence en 1953 par mon grand-père qui a créé l'entreprise donc à Juillac-le-Coq à la base, voilà. Et ensuite, il est venu s'installer dans les années 70 ici à Archiac, puisqu'on commençait à avoir un petit peu plus de clientèle, donc besoin de créer quelques bâtiments. Et puis ensuite, tout simplement, avec le cognac et puis le Bordeaux également, on a développé un petit peu plus la société, agrandi, prospéré. Et puis mon père a repris les rênes en 92. Voilà, où on a eu environ 5-6 salariés à cette époque-là. Et puis après, on a commencé à faire de l'export. Donc actuellement, on exporte 45% environ de la production, notamment aux États-Unis, Afrique du Sud, Australie, et puis le Chili, Liban, voilà. Bon, vous nous direz comment tout ça se fait. Vous êtes responsable qualité et commercial ? Non, responsable qualité et sécurité. Voilà, donc je m'occupe de toute la partie ISO 22000, sécurité alimentaire, la norme PEFC pour la gestion durable des forêts. Et puis après, toute la sécurité du personnel au sein des ateliers. D'accord, alors revenons aux arbres et justement à cette mise en qualité. Alors vos arbres, vous les choisissez vous ? Comment ça se passe ? Donc en fait, c'est mon père qui se déplace auprès des mérandiers pour sélectionner donc, du coup, le plot et puis également les mérins. Et après, on les fait rapatrier, nous, à la tonnellerie. Et ensuite, on les sélectionne un par un. Donc on contrôle un par un chaque mérin que vous voyez empilé ici, afin de les mettre sur des piles aérées, de manière à ce que la pluie permette de laver le tanin, d'enlever un petit peu le surplus, et puis le soleil de le sécher, et cela pendant 24 à 36 mois. D'accord, alors votre père, il ne va pas au pied de l'arbre, il va directement chez les gens qui ont déjà sélectionné les arbres. Oui, tout à fait, mais parfois il peut quand même aller dans les forêts et sélectionner un tronc d'arbre avec le mérandier. D'accord. Alors ça y est, les arbres sont arrivés ici. Où sont-ils taillés chez vous pour être comme ça mis en cube après, à sécher ? Non, c'est le mérandier qui le fait. Oui. D'accord. Oui. Et ils vont sécher ici pendant combien de temps à l'air libre ? 24 à 36 mois. D'accord. Bon, 2 ans ou plus. Bien, alors, je sais que vous faites visiter l'entreprise. On va suivre un peu le cheminement de la visite. On commence bien sûr à côté des mérins. Alors, où va-t-on aller maintenant, Cassandre ? Direction l'atelier des gros fûts pour voir la production donc, des fûts de 225 jusqu'à du 700 litres. D'accord. Alors, donc là, pour décrire, pour ceux et celles qui ne nous voient pas à l'image, évidemment, puisque c'est d'abord une émission de radio, mais pas que. On a des bâtiments modernes, bien sûr. On a des gros tuyaux. On a de la fumée qui sort à certains endroits. Ça sent le feu de bois, évidemment, puisqu'on le verra tout à l'heure. Il va falloir
concevoir les tonneaux, les barriques. Et là, on va rentrer dans un bâtiment. Il y a des numéros, hein, B6, B7. Et puis sur le côté, il y a les bureaux. Mais là, on rentre dans la partie purement technique de l'entreprise. Exactement, on va rentrer dans l'atelier de production. On va commencer à confectionner le fût. Donc du début, à partir du mérin, jusqu'à la barrique finie, cintrée, prête à être expédiée. Alors là, on suit le cheminement du bois. On salue les gens qui nous entourent. Il va y avoir du bruit parce qu'évidemment, une tonnellerie, c'est pas une garderie pour enfants. Et là, on est à côté de chariots et Cassandre prend une douelle, hein, c'est ça? Exactement, oui. Donc là, j'ai sélectionné une douelle. Donc on l'a usinée, on a transformé donc le mérin qui était à l'extérieur en douelle. Pour cela, il y a 4 étapes. Donc on fait les courtages pour mettre de longueur. Ensuite, sur le dessus, on va faire un léger bombé qui va être le dolage. On évide à l'intérieur. Et ensuite, on fait nos angles de jointage pour donner la forme ronde du fût. D'accord, alors là, il a pris sa forme qui va permettre de... C'est un peu comme une quenouille un petit peu, hein, effilée et renflée sur le milieu, qui va donner cette forme arrondie à la barrique et au tonneau. Voilà, exactement. Et ensuite, une fois que l'on a toutes les douelles, on va sélectionner pour faire appliquer un fût. Donc on va passer à l'appareillage. Alors donc là, ça y est, les douelles sont taillées, elles sont entreposées. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va passer à la deuxième étape. Donc on va appareiller le fût, on va sélectionner toutes les douelles pour un seul fût. Alors voilà, quand tout est coupé, on sélectionne des douelles. Alors on voit des chariots avec plein de douelles. Et là, on rentre dans le vif du sujet. On voit comme une grande table, en fait, hein, sur des tréteaux, plus exactement, sur lesquels sont posées les douelles, avec de chaque côté quelque chose pour les tenir ensemble, pour qu'on ait déjà une vision de la barrique future. Voilà, exactement. Nous, ici, les douelles, elles ne sont pas calibrées de manière à limiter la perte. Donc, en fait, il faut sélectionner toutes les douelles pour un seul fût. Il faut compter environ une trentaine de douelles pour un fût de 225 litres. D'accord, alors ça, c'est la personne qui s'en occupe à l'œil, qui va prendre dans le tas de douelles qui est à notre côté et qui va les sélectionner pour les poser ici. C'est à l'œil, c'est... Oui. Exactement. La dernière douelle, c'est un petit peu comme un puzzle. Il faut arriver à sélectionner la dernière qui correspond exactement au bon diamètre pour pouvoir fabriquer le fût, pour qu'il n'y ait pas de manque. Donc alors, pour avoir l'image, c'est quoi? C'est, imaginons, une barrique à plat. Exactement, c'est ça. On a démonté la barrique, on l'a reposée à plat sur une table. Bon, très bien. Lorsque ça c'est fait, on a les douelles qui sont assemblées. Et maintenant, comment elle va devenir par miracle la barrique? Alors, on va donner la première forme au fût qui va être la mise en rose. Et après, on va se diriger à la chauffe. Donc là, on va voir tout ça. Alors, la mise en rose, c'est quoi? On va le voir après. En fait, ce sont les douelles qui vont être montées comme une jupe. Ah, comme une jupe. Et vous savez pourquoi ça s'appelle à la rose? Ah, parce qu'on dirait une rose qui s'éclot, tout simplement. Ah oui, c'est ça. Bon, alors là, on rentre dans une ambiance un peu entre la forge et l'alchimie, hein. Ça sent le feu de bois. Les murs sont un peu noircis par la fumée. On voit du feu qui sort de chaque fût. Alors c'est vrai que ce sont comme des jupes avec un feu, un brasero à l'intérieur. Et puis à côté des grosses machines pour mettre les cercles. Oui, tout à fait. Donc en fait, on chauffe uniquement avec le fil de chêne qu'on a au cours de la production. En même temps, on va humidifier légèrement le fût pendant une demi-heure. Ça va permettre d'attendrir le chêne, de l'assouplir. Donc là, c'est la partie de préchauffage. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être le feu de cintrage, où on va mettre donc notre fût en rose préchauffé. Au centre, toujours le brasero. On continue à humidifier. Et en même temps, on va resserrer un petit peu le bas de manière à commencer le cintrage. Alors, quand vous parliez de rose et de jupe, ça veut dire que les douelles qu'on a vues tout à l'heure, elles ont été assemblées juste en haut, sur un côté, oui. En haut, et qu'ensuite elles sont mises sur des petites marmites rondes dans lesquelles il y a du feu. Voilà, exactement. Donc au centre, nous avons donc notre brasero. Et puis le fût va se ramollir un petit peu. Alors il faut faire attention parce qu'il faut que la lignine et la cellulose qui constituent le chêne
soit dans une bonne fourchette de température et d'humidité pour devenir légèrement malléable. D'accord. Alors on va les laisser travailler parce que là on va les gêner sinon. Et on voit que c'est un peu tourné manège, c'est-à-dire que les braseros sont montés sur des plaques tournantes et que ça permet au tonnelier qui est en train de le fabriquer de pouvoir l'humidifier avec un jet et de pouvoir tourner autour. Voilà. Donc, en fait, on a la dernière étape ici, le bousinage. Donc, c'est le moment où vraiment chaque douelle va prendre sa place définitive dans le fût. Donc, on amène l'étanchéité du fût et en même temps, on fait les chauffes commandées par les clients. Chauffe légère, chauffe moyenne, chauffe forte et d'autres déclinaisons qui vont amener des arômes différents. La chauffe légère, on va tendre sur une palette de goût plutôt vanillé et la chauffe forte plutôt vers du caramélisé. Et là, c'est vraiment le maître tonnelier qui, lui, va savoir à quel moment le fût est suffisamment chauffé pour pouvoir dégager tel ou tel arôme en fonction de la commande du client. D'accord, alors on va aller à côté parce que sinon il y a trop de bruit et pour la radio c'est un peu plus compliqué. Donc là, quand ils ont fini d'humidifier, de chauffer, ils vont resserrer le bas pour mettre les cercles. Voilà, là on a remis des cerclages pour bien former le fût et ensuite on va le laisser refroidir environ 2-3 heures. Alors là, c'est toute la partie olfactive. Si on se met au-dessus, là, on a toutes les odeurs de sortie de chauffe qui viennent caraméliser, qui viennent donner les sensations qu'il pourra y avoir dans le cognac. En l'occurrence, c'est des fûts pour le cognac ou le vin lorsqu'on est sur de la 225. Donc les clients qui vous font fabriquer les fûts vous demandent tel ou tel goût, donc il faut chauffer plus ou moins. Enfin, c'est torréfié pratiquement, c'est comme un café. Tout à fait. Voilà, on est en cuisson, donc il faut bien sélectionner la chauffe commandée par le client pour vraiment qu'il retrouve ce qu'il souhaite pour son vin ou pour son spiritueux. Alors comment fait votre tonnelier pour juger de la torréfaction du fût? C'est l'habitude, c'est l'apprentissage, c'est quoi? Oui, c'est l'expérience du métier. Là, vraiment. Alors nous, on chauffe avec les chutes de chêne, donc ça veut dire que l'intensité de la flamme va pas être toujours identique. On travaille vraiment avec des matières vivantes. Donc il faut vraiment connaître ce métier et être passionné par ce que l'on fait pour savoir à quel moment on arrive à la bonne température, la bonne chauffe et avoir les bons arômes qui vont se dégager par la suite. Combien de temps faut-il à un tonnelier pour apprendre à faire ce qu'on vient de voir là parce que c'est vraiment un lieu, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est un lieu magique quand même. Il y a toutes ces flammes, ces braises qui s'envolent, le feu, l'eau, puisque évidemment ils arrosent le fût pour pouvoir soit plus malléable, effectivement, et ensuite le cercler. Combien de temps faut-il pour former un tonnelier? Pour former un tonnelier, il faut compter une bonne année. Voilà, en sachant qu'il y a un CAP tonnelier avant de 2 ans, mais sorti de ces 2 ans de CAP, il faut quand même 1 an en plus pour bien apprendre, pour bien incorporer le métier et arriver à gérer tous ces différents éléments, les maîtriser comme il faut. Vous avez toujours des candidats? Oui. Là, actuellement, on en a deux apprentis cette année. L'année dernière, on en avait 2 également qui sont restés, nous, dans la société. Donc oui, on forme et on garde. D'accord. Alors, puisqu'on parle des femmes du cognac, est-ce qu'il y a des femmes qui sont tonnelières? C'est beaucoup plus compliqué parce que ça reste un métier relativement physique. C'est très physique, oui. Voilà. Donc il y en a à ma connaissance une sur Bordeaux, mais ça reste un métier très masculin par rapport à la force physique. Oui, c'est ça, on a vu, il faut attraper les barriques, il faut les rouler, il faut les basculer, il faut les mettre sur le feu, enfin bon, voilà. Alors, où est-ce qu'on va maintenant, Cassandre? On va insérer les fonds, mettre les couvercles pour fermer les fûts, tout simplement. Alors, ça veut dire que sur le bord du fût, en haut ou en bas, peu importe, on crée une rainure à la main. Enfin, je sais pas, il doit y avoir des herminettes ou des outils spécifiques pour faire ça. On voit le jeune homme en train de le faire devant nous. Bonjour. Et il va insérer un fond au fond. Alors, donc tout à fait, on a créé une rainure. Et dans cette rainure, on a inséré une pâte faite de farine et d'eau qui va permettre de faire l'étanchéité entre le fût et le fond et le couvercle. Et ensuite, donc les fonds sont toujours en chêne. Ils ont subi le même séchage, maturation à l'extérieur que pour les douelles. Et ensuite, on l'insère dans la rainure à l'aide d'un tire-fond. On remet des cerclages plus adaptés, un petit peu plus fins. Et ensuite, une fois que cette étape sera faite, on va tester les fûts à l'étanchéité, parce qu'on teste tous nos fûts à 100% de la validité de nos fûts.
Alors là, on voit le tonnelier qui fait le tour en tapant sur les cercles pour bien les enfoncer, parce qu'il avait été obligé évidemment d'écarter les cercles afin d'insérer le haut du tonneau. Voilà, il faut enlever les cerclages de manière à ce que les douelles s'écartent légèrement et insérer le fond. Très bien. Et donc, ensuite, cette pâte faite avec de la farine et de l'eau, il rajoute autre chose ou non? Simplement le fait de taper sur les cercles qui resserre l'ensemble et qui fait que ça tient. Voilà, exactement. La pâte farinée va faire l'étanchéité et ensuite ça va être la force des douelles et des cercles qui vont faire que le fond va tenir dans la rainure. D'accord. Et après, les cercles qui sont, j'allais dire, sur le côté de la barrique, il y a ceux qui sont tout à fait en haut. Oui. Ils finissent le fût, j'allais dire. Voilà, donc en fait on change en tout 3 fois de cerclage. On avait des cerclages de chauffe qui sont beaucoup plus épais pour pouvoir résister à la chaleur. Là actuellement, à ce poste-là, nous sommes avec des cerclages de travail plus souples. Et ensuite on mettra les cerclages définitifs. Ah d'accord, là on n'est pas au cerclage définitif. Pas encore, non. D'accord. Alors, ils sont combien à travailler ici, juste dans cette partie de finition? Alors, dans cet atelier, nous sommes 11 salariés. En tout, avec ceux qui font la chauffe et ceux qui font le cerclage. Exactement. 11 personnes, d'accord. Alors, on vous suit. Donc ensuite, on va passer au test d'étanchéité, à l'échaudage. Donc là, on va mettre 10 à 15 litres d'eau chaude, un petit peu d'air, et puis ensuite, on va faire danser la barrique, on va la secouer de manière à voir s'il y a une fuite. Parce qu'avec l'air, l'eau va s'engouffrer dans la fuite, remonter le fil du bois, et après, on fait la réparation si besoin. D'accord, très bien. Alors, on a vu tout ça, on va continuer notre visite. Alors, c'est pas la peine de leur parler aux tonneliers qui sont là avec nous, parce qu'ils ont des gros casques sur les oreilles ou des bouchons dans les oreilles. Ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, vous l'entendez forcément à l'antenne. Oui, tout à fait. Il faut mettre les protections, les EPI, donc bouchons d'oreille obligatoire, plus après à certains postes des gants, des masques, voilà. Et ça, c'est votre boulot aussi. Exactement. Bon, alors là, on arrive devant une machine où il y a plein de petites mains qui pendent autour d'un cercle. Je suppose que c'est pour resserrer et terminer cette fois le dernier cerclage. Voilà, exactement. Donc là, on va pouvoir remettre les cerclages définitifs. Donc toutes les chasses que vous avez, donc les petites mains dont vous parlez, ce sont des chasses qui sont lisses. Donc du coup, elles ne vont pas venir abîmer le fût. Oui, ça serait dommage. Voilà. Ouais, parce que le fût, on vient tout juste de le poncer, donc du coup, il reste bien lisse, comme on peut l'avoir. Là, on voit ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que au lieu de taper fortement tout le tour pendant longtemps, cette machine fait cette action en glissant le long du fût et en enfonçant le cerclage sur le fût de façon sûre et délicate. Exactement, ça permet de limiter la pénibilité au travail également. Donc voilà, ce sont des machines que l'on se doit d'avoir à présent. Bon, alors, maintenant qu'on a vu tout ça, où va-t-on? Donc on va faire le marquage, ce qui va être la carte d'identité du fût. Donc, alors là, on passe dans un autre endroit. Voilà, là on a l'ordinateur et on va voir où est-ce qu'on écrit d'abord la tonnellerie qu'il a fabriquée, en l'occurrence à Larry, ici, et puis ceux qui l'ont commandé, je suppose. Voilà, exactement. Donc après, on peut faire aussi les marquages personnalisés pour les clients. Donc si vous voulez bien, on va se diriger vers une des barriques par ici. Donc là, on est dans un espace de stockage où il y a plein de barriques, j'allais dire presque prêtes à partir, avec des cartons pour les habiller et qu'elles puissent voyager. Donc là, c'est écrit, c'est pyrogravé. Alors là, c'est au laser. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je dis pyrogravé, mais parce que je date un peu. D'accord. Donc là, ici, on a fait le marquage souhaité par le client, en sachant qu'il y a des choses qui sont obligatoires, comme par exemple le numéro de l'eau, D700, qui va permettre de faire la traçabilité de tout le fût. Oui, oui. Donc on sait exactement d'où vient le bois et tous les fûts qu'on a pu fabriquer avec ce numéro de l'eau. Plus après, notre logo avec l'année soit l'année de production de la barrique, soit l'année du millésime, et après le logo du client s'il le souhaite. Voilà. En l'occurrence ici, Rémi Martin. Voilà, on ne fera pas de pub, mais un petit peu. Alors, on continue. Là, les fûts sont emballés, cartonnés, plastifiés, étiquetés.
et avec votre adresse à vous et puis sans doute l'adresse évidemment du destinataire. Exactement, là ils sont prêts à partir. Nous travaillons uniquement à la commande et à la demande du client parce que les fûts sont faits sur mesure. Entre les capacités et puis les types de chauffe et les origines de bois, on ne peut pas se permettre de faire du stock, tout simplement. Combien de temps faut-il entre la commande d'un client et la fabrication? Comptez de 3 semaines. Ça va relativement vite. Oui, parce qu'on a le stock de bois suffisant, un panel assez important pour pouvoir répondre assez rapidement aux demandes des clients. Très bien. Alors, on continue de vous suivre. On est dans cette visite guidée dans votre tonnellerie. Voilà. Donc à présent, on va se diriger dans l'atelier des petits fûts. Là, on va fabriquer des fûts de 1 litre à 28 litres. Donc là, on va passer complètement sur une nouvelle dimension. Alors, c'est vrai que ce que j'ai lu chez vous, c'est que vous fabriquez vraiment des petits contenants. Oui, exactement. Mon grand-père a développé ça lorsque le cognac a été en crise à un moment donné. Et c'est ça qui a permis à nous, l'entreprise, de survivre au tout début. Puis après, on a continué, prospéré. Et du coup, on est les seuls à avoir des fûts de cette capacité-là, avec cette finition et cette qualité que nous avons. D'accord. Alors là, on franchit une autre porte. Voilà, on suit un petit chemin. Et alors là, encore beaucoup de monde qui travaille. Bonjour. Là, on tombe sur mon grand-père. Bien, bonjour monsieur, nous sommes ravis de vous voir avec votre petite fille qui est un guide merveilleux. Qui est plus jeune que moi. Oui, ça, d'accord. Mais bon, donc, c'est vous qui avez créé la tonnellerie à cet endroit? Non, avant, j'étais à Juillac-le-Coq. Oui, c'est ça. Enfin, cet endroit, je veux dire ici, Oui. à Archiac. Archiac, oui. Chez Bernard. Non. Comment ça s'appelle? Oui, chez Bernard. Oui, chez Bernard. Chez Bernard. D'accord. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous saluer au passage. Et on continue avec votre petite fille la visite de la tonnellerie à Larry. Alors, on passe pour aller où? Voilà, pour RCF. Oui, On vous dira. donc, du coup, ici, dans l'atelier des petits fûts, donc là, vous pouvez voir des fûts de 3 litres avec un petit cerclage en laiton. C'est très joli, hein. C'est presque miniature. On s'y attend pas, mais voilà. Donc après, on peut faire d'autres formats, comme par exemple des vinaigriers. Donc ça va être ce type de produit. D'accord. Alors c'est un peu conique là, c'est pas complètement la Oui, barrique. voilà, c'est une forme conique. Donc ça va être destiné à fabriquer du vinaigre, tout simplement. Donc on pourra voir tout à l'heure, il y a une petite trappe par-dessus pour faciliter le travail. D'accord. Alors, bon, je pense qu'on a vu toute la fabrication. Alors c'est charmant de voir des étagères avec plein de petits fûts. Voilà. Bon, on va peut-être au magasin maintenant, enfin à la boutique. Je ne sais pas comment vous appelez les choses ici. Oui, on va se diriger à la boutique. Comme ça, vous allez voir tout ce que l'on fabrique dans l'atelier des petits fûts. Et également, il faut savoir qu'on a 6 diplômes de meilleur ouvrier de France, détenus par 4 personnes. Donc 2, mon grand-père en a 2, mon père également. Et mon chef d'atelier est un ancien collègue qui a également cette... Alors là, vous essayez d'ouvrir une immense porte. C'est presque les portes d'une cathédrale ou d'un château fort. Ah, voilà. On va essayer de sortir. Alors, pendant que vous ouvrez la porte, ça y est, j'allais vous demander comment fait-on pour venir visiter? Il faut téléphoner, il faut aller sur Internet, comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut téléphoner à l'entreprise, à la tonnellerie, et puis on fait ensuite des visites groupées de minimum de 4 personnes. Et après, on va faire le tour de l'entreprise comme on a pu le faire ici, en sachant qu'on a deux types de visites. On a la visite tradition et une visite prestige. La visite prestige va se terminer par une dégustation de cognac. C'est ça le prestige, voilà. Je m'en doutais. Alors on rentre dans cette boutique. Là, on est entouré de fûts, on est inondé de fûts de toutes les tailles et des vinaigriers dont vous parliez tout à l'heure. Il y a même des tonneaux avec des pendules dedans. Et puis sur le côté à droite, il y a tous les outils, rabots de fond, rabots, bouges, etc., etc. Tous les anciens et sans doute encore actuels outils qui servent à la tonnellerie. Tout à fait. Donc là, ce sont donc les anciens outils que mon grand-père utilisait lorsqu'il travaillait, lorsqu'il a créé l'entreprise, que nous avons gardés et mis en valeur dans un petit musée. Et certains outils, en effet, comme le chien ou quelques as, comme on peut avoir ici, qu'on utilise toujours lorsqu'on fait les réparations.
D'accord. Oui, c'est pour faire vraiment du sur-mesure, là. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre? Il y a plein de diplômes. Vous parliez des meilleurs ouvriers de France. On les retrouve ici, les 6 diplômes de meilleurs ouvriers de France, avec les objets qui ont été réalisés pour ces occasions. D'accord, pour faire leur chef-d'œuvre. Voilà, donc on a des chefs-d'œuvre en petit fût, vraiment en miniature, et d'autres où c'est considéré en grande tonnellerie, donc par exemple comme ce foudre que vous pouvez avoir sur le côté, qui est un fût ovale en fait. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas rond, c'est ovale. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour rapide mais efficace de l'ensemble de la tonnellerie à Lary. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour en effet. Alors, il faut quand même dire qu'il y a votre frère aussi maintenant qui vous a rejoint, hein, qui s'appelle Gauthier. Voilà, exactement. Donc Gauthier fait partie également de l'aventure de la tonnellerie, où on reprend, voilà, à nous deux, la suite de la création familiale. Alors du coup, mon frère, lui, s'occupe plutôt de la partie des grands contenants. Donc là, on va fabriquer des tonneaux de 10 à 450 hectos, et également de la partie commerciale, surtout export. Merci beaucoup, Cassandre David Alary, de nous avoir reçus aussi aujourd'hui à la tonnellerie Alary. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la vigne et des hommes, de la vigne et des femmes.